Si on regarde maintenant un petit peu la vue générale de la robotique, un concept vraiment fondamental, parce qu'on travaille avec des systèmes, des agents, donc des systèmes intelligents et des systèmes donc des systèmes cyberphysiques. On va voir le côté abstrait, donc ce qui se passe dans l'information dans notre ordinateur, donc l'information collectée, ça peut être des cartes, par exemple. Et aussi la réalité, donc c'est des systèmes, quand je le dis cyberphysiques, là, c'est des systèmes qui sont ancrés dans la réalité. Et il y a une espèce de barrière ici entre les deux, entre l'abstrait et le réel. Il faut bien comprendre notre fenêtre entre le réel et l'abstrait, ça va être les différents capteurs que vous avez dans le système. Donc, si un capteur n'est pas approprié pour ramasser l'information qui est nécessaire à accomplir une tâche, mais votre robot, peu importe l'intelligence que vous placez, vous n'allez pas être capable de faire la tâche. On a parfois tendance à regarder le monde avec nos yeux, puis on se dit notre robot, ben là, il devrait voir la même chose, mais votre robot, s'il est équipé juste d'un lidar, par exemple, un lidar peut avoir beaucoup de difficultés à voir les pattes des chaises, par exemple. Donc, ce qui va arriver, c'est que le robot va naviguer l'environnement et va frapper, il va rentrer en collision avec les chaises, par exemple. Là, vous le regardez et vous dites, ben non, il y a une chaise. Mais c'est parce que lui, le robot, sa fenêtre ici sur le monde, ben, c'est un lidar. Puis le lidar, ben, le faisceau laser est peut-être tellement fin qu'il ça a passé, il est passé autour de la patte, mais n'a pas frappé la patte. Ce concept-là dès qu'on choisit des capteurs, on vient limiter la quantité d'informations ou le type d'information qui est disponible aux algorithmes. À la sortie ici, vous avez les actionneurs, c'est des robots mobiles. Donc, il va y avoir des moteurs qui vont être actionnés pour être capable de déplacer le système. Si c'est un véhicule autonome, ben, les actionneurs, souvent, ça va être, par exemple, la commande, là, l'accélérateur et le système de freinage, là, ainsi que le volant. Donc, c'est les actionneurs qu'on va utiliser pour promener le véhicule. Et il va y avoir donc cette boucle-là, ce qu'on appelle en anglais le Sense, Think, Act. Je capture l'information avec mes capteurs. Je raisonne sur cette information-là et je vais donc ensuite faire une action avec les actionnaires. Et l'action vient modifier l'environnement. Quand on parle d'environnement, donc ça peut être la position du véhicule sur la route. Cette modification de l'environnement et ou de la pose du véhicule devrait se refléter dans les capteurs et ensuite on vient donc prendre l'information et ainsi de suite. C'est un peu une boucle d'asservissement si vous voulez, si on fait un déplacement sur une trajectoire. C'est important de garder en tête cette fameuse boucle-là qui peut être exécutée relativement fréquemment, là. Vous avez des capteurs ici qui tournent peut-être à 400 Hz pour les centrales inertielles. Aussi, gardez en tête, on a des systèmes de robots mobiles qui fonctionnent sur des batteries. Donc, c'est des systèmes qui, si on fait des déplacements inutiles, les batteries vont se vider. Donc, souvent, on prend un processus décisionnel en fonction aussi de minimiser l'énergie utilisée pour déplacer le véhicule. Finalement aussi, il y a la question de la communication de la radio. Ça se peut très bien que votre système doit aussi dépendre d'informations qui proviennent d'un serveur central, par exemple, des serveurs de cartes 3D. Donc, il y a aussi des questions de communication ou si vous avez des systèmes multi-agents qui veulent s'échanger des informations. Donc, la communication radio peut être un élément important dans le système robotique. J'en faisais allusion tout à l'heure, comme on doit avoir une approche holistique et verticale dans ces systèmes cyberphysiques-là, parce que justement, tout est imbriqué. La qualité du capteur va influencer, dans le fond, les performances des algorithmes. Ou si vous avez un très bon capteur, peut-être que vous avez besoin d'un algorithme moins fort. Si vous avez un moins bon capteur, peut-être que vous avez besoin d'un algorithme plus fort pour extraire, dans le fond, l'information. Et donc, à la base, si vous vous rappelez dans le Sensing Act, donc la fenêtre de l'abstrait vers le réel, c'est les capteurs. Et on ne se le cachera pas, la qualité d'un capteur est souvent fonction du coût de ce capteur-là. Par exemple, une caméra RGB vous donne l'information peut-être 5 mégapixels en 3 canaux de couleur. On peut se procurer maintenant de ce type de caméra-là grâce au téléphone cellulaire. Maintenant, on fabrique peut-être 1 milliard de téléphones cellulaires et ils sont tous équipés de 2, 3, des fois 4 caméras. Mais ça fait que maintenant, une caméra couleur, 8 mégapixels, ça coûte à peu près 5 $ à acheter. Par contre, une caméra Kinect 3D ou n'importe quel capteur 3D va plutôt être de la centaine de dollars. Ce genre de différence de coût. Donc, on va avoir des performances au niveau justement de la richesse. Un capteur de 3D de type Kinect, ça vous donne vraiment l'information non seulement RGB, mais aussi une profondeur. Donc, vous avez vraiment une vue tridimensionnelle de l'environnement. Aussi, d'avoir un bon système mécanique, ça va aider. Et à ce sens-là, c'est intéressant ces concepts-là d'intelligence mécanique, c'est-à-dire qu'on peut faciliter le travail au niveau algorithmique si notre système mécanique il est bien conçu. Même chose au niveau captation. Hein. Par exemple, votre main, là, vous pouvez vous fermer les yeux et vous pouvez facilement récupérer des objets, par exemple une tasse ici, là, parce que vous avez un bon design mécanique. Aussi, vous avez des capteurs tactiles qui vous donnent quand même une bonne richesse d'informations. Et à ce sujet, vous avez ici à l'Université Laval, j'espère que les gens, normalement, il n'y a pas de son pour cette vidéo-là.
Vous avez ici une compagnie qui s'appelle Robotique, sur la rive sud de Québec, qui est un start-up qui provient du laboratoire de robotique, donc du professeur Clément Gosselin en génie mécanique. Et vous voyez justement comment le design mécanique avec les différentes phalanges, un seul moteur, ce qui se passe, c'est que la main est capable de venir épouser la forme de l'objet. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un capteur 3D qui vient mesurer la forme de l'objet. C'est vraiment mécaniquement, la main vient épouser, je vais faire la vidéo encore, là. La main vient automatiquement épouser la forme de l'objet, peu importe la captation que je fais. Donc, c'est ce qu'on parle de design mécanique intelligent ici. C'est donc si j'ai un bon design mécanique, ben, j'ai besoin d'avoir peut-être des besoins plus faibles au niveau de l'actuation et au niveau de la captation, puis au niveau du traitement de l'information. Même chose ici. Donc, encore là, confirmer les gens, vous voyez bien la vidéo du robot qui rebondit sur le sol, le petit robot vert là, qui marche. Donc, c'est un robot qui s'appelait Rex, un robot hexapod, d'où le HEX. Et c'est un concours d'ARPA, donc c'était de fabriquer un robot qui pouvait, de façon autonome, parcourir différents types de terrains. Donc, par exemple, on voit ici un terrain ensablé. Il devait aussi être capable de traverser des rails, d'être capable de nager, ainsi de suite. Et le design, dans le fond, ici, on a un moteur par roue, 6 moteurs pour être capable d'effectuer ces tâches-là. Et si vous remarquez, les pattes sont faites en forme de demi-arceau. Ils sont faits en fibre de verre et dans le fond, ce sont des ressorts. Et la constante du ressort, la constante de Hooke, elle est choisie pour être capable d'avoir un système masse-ressort qui fait que le robot, lorsqu'il court, va rebondir sur ses pattes. Et ça lui permet donc d'obtenir des vitesses de déplacement très, très grandes, en plus d'être capable d'absorber les chocs, et ça à un coût relativement faible. Et encore là, au niveau oui, c'est exactement les jumps des sprinters amputés, c'est exactement le même principe. Donc, il faut vraiment bien choisir la constante du ressort. Donc, ça fait que maintenant, le déplacement, pour le robot Rex, on peut faire de la course sur un sol accidenté à l'aveugle. Donc, c'est vraiment une démarche qui est automatique. Le robot n'a même pas besoin de penser où il met ses pattes. Il est capable de traverser les sols accidentés. Aussi, le fait que le design du robot soit symétrique, ça fait que si le robot tombe à l'envers, ben, lui, il n'y a pas de problème. On fait juste virer les caméras, le signal à l'envers, puis le robot peut continuer à se déplacer. Encore là, c'est un hommage au design mécanique, donc l'importance de ces systèmes-là. Il va aussi y avoir donc un écart entre la théorie et la pratique. Donc, c'est un peu les expérimentations avec le robot mobile, ça voulait ça. La simulation va vous aider quand même à réaliser une partie de ce travail-là. Donc, d'écart entre la théorie et la pratique. Souvent, c'est dû à des erreurs d'approximation. Vous allez voir dans le cours ici, on doit faire énormément d'approximations, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau des modèles de capteurs, des distributions des probabilités. Pourquoi est-ce qu'on fait ces approximations-là? C'est pour accélérer les calculs. Un exemple que je peux vous donner, c'est peut-être un peu farfelu. Imaginez que vous êtes un joueur de hockey. Et au hockey, ça se passe très, très vite. Hein. Si vous prenez 25 secondes sur la patinoire à calculer la trajectoire optimale que vous devez prendre pour aller compter un but, ben, il y a des chances que vous soyez maintenant rendu plaqué dans la bande et vous avez perdu la rondelle. Un côté temps réel qui est très important en robotique mobile. Pour être capable de calculer rapidement, on doit donc faire des approximations. On veut approximer, on veut pas trop approximer. Donc, les essais pratiques ou parfois même les essais en simulation nous permettent de voir est-ce que j'ai trop approximé ou est-ce que mon approximation tient la route. Aussi, on doit modéliser beaucoup. Vous allez voir, lorsqu'on fait un fil de Kalman, par exemple, je dois modéliser tous les capteurs, je dois modéliser les actionnaires, je dois aussi modéliser l'environnement. Est-ce que mon capteur, il est valide? Est-ce qu'il est suffisamment riche pour capturer la réalité? On va aussi tester la robustesse d'algorithmes. C'est important sur papier, tous les algorithmes sont robustes, mais lorsqu'arrivent les données erronées, on va parler beaucoup de données aberrantes dans le cours, donc des données qui, pardonnez-moi le bon québécois, là, mais qui n'ont pas rapport. Souvent, les capteurs, ça arrive, ils vont avoir une espèce de free game, ils vont vous donner une valeur complètement farfelue. Ça arrive de temps en temps. Donc, est-ce que votre algorithme est capable de tolérer cette donnée aberrante-là? Bien entendu, on fait des modèles, on fait de l'approximation et parfois on oublie certains détails physiques. Donc, de faire un test en réalité va nous permettre, dans le fond, on va être confronté avec cette réalité-là. On remarque aussi souvent, on va développer des systèmes cyberphysiques, des robots mobiles dans un laboratoire, hein, air climatisé, 22 degrés Celsius. Mais lorsqu'on déplace notre système dans un milieu réel, est-ce qu'il va y avoir des impacts? Par exemple, l'éclairage n'est pas le même, la température, on en parle rarement en informatique, mais pour beaucoup de capteurs, ça a un effet important. Par exemple, les accéléromètres, les gyroscopes, tout ça sont très sensibles à la température. Cette question-là, où le type de sol, vous êtes entraîné en été sur un sol relativement sec, vous êtes rendu l'automne à un sol qui est
mettons, le sentier rendu boueux, puisque vous aviez un robot qui se promène dans la forêt, bien là, le sol n'est plus tout le même que le sol que vous avez utilisé pour développer ou tester vos algorithmes. Donc, c'est important de bien faire varier, par exemple, les lieux d'opération. En anglais, j'aime bien l'expression "when the rubber meets the road". C'est vraiment ça, c'est ce contact-là avec la réalité. Ce qu'on voit, ce qu'on se rend compte qu'on a fait des erreurs flagrantes, par exemple, dans nos modèles. J'aime bien aussi l'expression "en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais en pratique, il y en a une". Donc, c'est ce qu'on découvre souvent lorsqu'on fait de la recherche en robotique mobile. Certains d'entre vous ont un background plus de robotique, par exemple de génie mécanique. Donc, c'est quoi la différence essentielle entre robotique et robotique mobile? C'est vraiment, on peut le voir au niveau de l'espace de travail, qui est beaucoup plus grand. Un bras robotisé va travailler, va passer l'essentiel de sa vie dans un espace de quelques mètres cubes, alors qu'un véhicule autonome, lui, ben, l'espace de travail, il y a plusieurs millions de mètres cubes. C'est de l'ordre de centaines, sinon de milliers de kilomètres carrés pour lequel le système va être déployé. Il y a aussi beaucoup, beaucoup plus d'inattendus. Hein. La grande réussite de l'automatisation des usines dans les années 60, 70, 80, c'était le fait qu'on avait un environnement qui était très, très, très contrôlé. Les robots étaient programmés par des ingénieurs et tout ça. Comme c'est très contrôlé comme environnement, il y a très peu d'inattendus, alors que pour les systèmes autonomes, les véhicules routiers, par exemple, c'est l'inverse. Il y a énormément d'inattendus. Parce que ce sont des environnements non contrôlés. Et c'est d'ailleurs un des problèmes en ce moment qui ralentit le développement ou qui rend plutôt le développement de ces systèmes autonomes-là difficile. C'est la question des distributions à longue traîne. La réalité, la vie, l'univers, en général, ça va suivre une distribution à très longue traîne. Ce qu'on veut dire par là, ça veut dire qu'on va avoir 99% de nos images, par exemple ici, qui sont, disons, des conditions d'opération nominales, l'intersection des voitures près de nous. Donc, 99, peut-être même 99,9% des situations, ce sont des situations nominales. Et la longue traîne vient du fait qu'on a une quantité infinie d'événements très peu probables. Ces événements-là, très peu probables, qui sont difficiles à gérer, si vous voulez. Qu'est-ce qu'un événement peu probable pour un véhicule routier? C'est des exemples comme celui-ci, d'avoir une voiture qui a capoté. Ce n'est pas une situation nominale. Et chaque voiture, dans le fond, si vous avez un système, on va faire des systèmes optiques qui vont nous permettre de détecter la position des véhicules dans une image. Ça nous prend un jeu de données qu'on a pris des photos, qu'on a dit, voici ce à quoi ressemble une voiture. Et les voitures accidentées, elles sont toutes accidentées de façon différente, dans des positions qui sont, disons, parfois un peu ésotériques, comme ici. Donc, vous voyez, la voiture n'a même plus d'arrière ici. Donc, c'est difficile pour un système automatisé d'être capable de conclure que ça, c'est une voiture. Autre exemple d'événement peu probable, mais un avion. C'est quoi la probabilité d'avoir un avion qui passe devant votre voiture? La probabilité est extrêmement faible. Donc, clairement, les gens qui vont faire des systèmes autonomes n'ont pas pensé à dire, je vais faire un détecteur d'avion dans mon système optique pour dire d'un coup qu'il y aurait un avion qui ferait un crash. Ou un autre exemple ici, vous avez une voiture avec un canard géant sur le dessus. Ce qui est intéressant, nous, les humains, on est relativement bons à gérer ces événements-là peu probables. Et là, dans les situations nominales, c'est là qu'on a tendance à moins bien performer. Pourquoi? Parce qu'on s'ennuie. Hein? On sort le cellulaire, on regarde ailleurs, on est distrait, on change les boutons de la radio. Alors, c'est ce qui est intéressant ici, c'est que les humains, on est bons dans l'inattendu, mais on devient mauvais dans l'attendu, alors que les systèmes automatisés sont bons dans l'attendu et deviennent mauvais dans l'inattendu. Donc, une espèce de complémentarité qui existe. C'est sûr que pour la conduite autonome, ce que ça veut dire, c'est si un événement inattendu, l'autopilote doit se débrancher pour laisser place à l'humain. Puis, normalement, l'humain devrait prendre la relève. Donc, c'est un peu le côté complémentaire de la chose. Maintenant, si on regarde au niveau de la problématique de la robotique mobile, donc si vous me dites aujourd'hui, c'est quoi la robotique mobile? Essentiellement, si on peut résumer ça en une phrase, c'est d'aller de A à B. Vous avez un monde W qui est composé d'obstacles, aussi peut-être de marqueurs sémantiques, ici des stops, aussi des marqueurs visuels et tout ça. Puis, dans le fond, c'est ça, on part du point de départ et on va se rendre au point B. Bien entendu, on va faire de diviser pour régner. Donc, on va décomposer ce problème-là d'aller de A à B en différents sous-problèmes. Donc, le premier sous-problème, c'est le problème de où suis-je? Et prenez note que beaucoup des problèmes, des sous-problèmes de robotique mobile, ce sont des problèmes qui sont aussi très, très proches aux humains. Hein. Mettez-vous dans la situation où vous êtes dans une voiture et que vous arrivez dans une nouvelle ville que vous n'avez jamais visitée et que vous voulez, dans le fond, vous promener. Donc, vous voulez aller de la gare de train où vous avez loué votre voiture à aller jusqu'au stade parce que vous allez voir un match de foot. Donc, l'idée, c'est beaucoup des sous-problèmes, c'est des trucs que vous vivez vous-même. Donc, où suis-je? Hein? Tout le temps, on conduit une voiture, on se sent perdu. On fait abstraction du GPS qui est omniprésent maintenant.
Premier sous-problème qu'on veut résoudre en robotique mobile, c'est de se localiser. J'ai indiqué ici la variable X. Donc, souvent, les variables de la pose d'un système, quand on parle de pose, ça va être la position, par exemple, X, Y, Z et l'angle du système. Donc, la pose, souvent, on va l'indiquer par la variable X majuscule. Et comment est-ce qu'on fait pour se localiser? Ça va être, par exemple, je peux me baser sur les commandes qui sont envoyées à mon système. Donc, ça veut dire, par exemple, moi, je me ferme les yeux, je fais 3 pas vers l'avant, ben, je sais qu'un pas, c'est à peu près 1 mètre. Donc, ça veut dire que je me situe à probablement 3 mètres d'où j'étais avant. Donc, je peux utiliser mes commandes internes pour estimer ma position. Clairement aussi, je peux utiliser des capteurs qui vont prendre l'information sur l'environnement, mais est-ce que je me base sur un capteur, 2 capteurs, 10 capteurs? Est-ce que je prends seulement les capteurs les plus fiables? C'est ce qu'on appelle de faire de la fusion d'informations, comment combiner l'information provenant de différents capteurs en tenant compte de leur précision. Et bien entendu, pourquoi ne pas combiner l'information qui proviennent et des commandes, donc les commandes U, et les différents capteurs de mon système. C'est ce qu'on appelle de la fusion d'informations. Deuxième sous-problème, comment me déplacer? Si vous avez des enfants, ben, ça leur prend au moins une bonne année et demie à apprendre à marcher sur leurs pattes. D'apprendre à se déplacer, ce n'est pas une tâche facile. Mais derrière ça aussi, il y a le design mécanique, des choix qu'on fait. Est-ce qu'on prend des roues, des pattes, des chenilles, des ailes, des hélices pour se déplacer? Après ça, lorsqu'on a fait notre choix sur la mécanique, on doit avoir un modèle mathématique qui dit pour telle commande U que j'envoie à mon système, U souvent qui va être un vecteur de plusieurs entrées, sachant l'état ou la pose précédente de mon véhicule, de mon système, quelle sera maintenant la nouvelle pose prédite. Ça va être très important de développer ces équations-là pour justement être capable on appelle ça la prédiction. Il va y avoir la mise à jour et la prédiction lorsqu'on va travailler les fils de Kalman et les filtres à particules. Donc, d'être capable de prédire à l'aveugle, je me ferme les yeux, j'envoie une commande, où est-ce que je pense que je suis rendu? Troisième sous-problème, c'est la carte du monde. Donc, lorsqu'on veut faire de la planification de déplacement, on doit avoir un modèle de l'environnement qui est construit donc dans l'abstrait. Si on est un humain, par exemple, ça va être la position des chaises, des bureaux, position des cadres de porte, position des couloirs, etc., pour être capable de planifier de marcher de A à B, par exemple. Ça entraîne, par contre, un problème qui est fondamental, qui est le problème de la représentation de la connaissance. On reçoit l'information de capteur, c'est bien beau, mais comment est-ce que je distille cette information-là puis de trouver une représentation de l'environnement? Le type de structure de données, mais est-ce que je veux garder des points laser, par exemple, pour les murs, ou plutôt je veux dire, non, je vais utiliser, par exemple, des lignes, des constructions géométriques pour faire l'environnement. Une question qui est difficile d'ailleurs, quel choix de représentation on utilise. Par exemple, si vous avez un monde ici avec des obstacles, comme je le mentionnais tout à l'heure, peut-être que je peux prendre une représentation géométrique de l'environnement pour être capable de capturer la position des obstacles. Ici, je prends des polygones convexes pour englober tous les obstacles de l'environnement. Puis là, bon, il y a des algorithmes de planification de déplacement qui fonctionnent très bien, par exemple, avec des polygones 2D. Une autre possibilité, c'est de dire, ben, je vais discrétiser mon monde avec une grille. Et dès qu'un obstacle touche à une case de la grille, ben, qu'est-ce que je fais? Je viens peindre la case comme étant pleine. Dans ce cas-là, j'ai des algorithmes de planification qui vont nous permettre, dans le fond, d'opérer sur cette grille d'occupation-là. Là, il est noté ici, c'est une grille binaire 1 et 0, mais on va voir plus tard. Pour tenir compte de l'incertitude, on va utiliser plutôt des probabilités. Donc, on va attribuer la probabilité d'avoir un obstacle ou non pour chacune des cases de notre environnement. On voit ici 2 représentations différentes. Ils veulent les deux accomplir la même tâche, mais chacun de ces représentations-là va avoir des avantages et des défauts par rapport à l'autre. Ici, c'est très important. Le type de carte qu'on utilise est intimement relié à la tâche qu'on veut accomplir avec cette carte-là. Par exemple, ici, ces 2 cartes-là, ce sont des cartes qui sont très bien adaptées pour faire de la planification de trajectoire, puisque je suis capable de voir rapidement où sont les endroits qui sont libres dans l'environnement, des endroits qui sont occupés par un obstacle. Donc, c'est excellent pour faire de la planification de déplacement. Ceci étant dit, cette carte-là ne sera probablement pas très bonne pour me permettre de me localiser sur des points de repère visuels, puisque je ne peux pas. Ici, j'ai juste des cases qui me disent 1, 0. Je ne peux pas inclure l'information de l'apparence d'un point de repère visuel dans cette carte-là. Donc, cette carte-là n'est pas adaptée à de la localisation par caméra. Donc, ça veut dire que j'aurais besoin aussi d'une carte supplémentaire qui contiendrait la position, par exemple, tridimensionnelle et l'apparence de différents points de repère visuels dans l'environnement. Donc, ça fait que pour un système autonome, en général, ils vont maintenir plus d'une carte à la fois. Une carte, par exemple, pour l'occupation, pour la planification, une carte visuelle pour la localisation, peut-être une carte sémantique pour donner la position des
les différents, disons, les arrêts-stop, les lumières, les passages piétons, et ainsi de suite. Donc, c'est toute cette information-là qu'on ne va pas placer sur une seule carte, mais vraiment, on va faire plusieurs cartes en parallèle et on va les utiliser en même temps pour être capable de résoudre plusieurs tâches, détection d'obstacles, planification, localisation. Chaque carte aussi va avoir des compromis, donc mémoire, temps de calcul et précision. Autre problème, le problème de la perception. Donc, à partir de mon flux vidéo, j'ai des caméras. J'ai une Tesla, par exemple. J'ai des caméras dans mon système et je vais être capable de retrouver la position des différents obstacles statiques, hein, les édifices, les arrêts-stop, mais aussi les objets qui sont dynamiques, donc les véhicules, les piétons, les vélos, par exemple. D'ailleurs, petite parenthèse, des 3 types d'objets, les vélos sont parmi les plus difficiles à gérer. Pourquoi? Parce que les gens qui font du vélo ont tendance à ne pas respecter les règles de la circulation routière. Les piétons marchent rarement dans le milieu d'une rue, sont en général situés sur les trottoirs ou sur les bords de rue. Les véhicules, en général, obéissent aux lois de la circulation, mais les vélos ont tendance à zigzaguer entre 2 files de véhicules, brûler les feux rouges. Notez que c'est en partie problématique pour les voitures autonomes, les fameux vélos. Et la perception va nous permettre aussi de faire un bon suivi des trajectoires, puisque je peux reconnaître la position d'un piéton, je peux lui attribuer, par exemple, un numéro d'identification, le numéro 35. Et après ça, donc, je vais pouvoir faire le suivi du piéton au fil du temps pour calculer sa trajectoire. Parce que un véhicule autonome va calculer sa trajectoire non seulement en fonction de la position des autres objets à l'instant T, mais aussi, dans le futur, il doit estimer la trajectoire des autres obstacles pour éviter d'avoir une collision, bien entendu. Fait à noter, encore là, dans la complexité des déplacements, les voitures ont en général des modèles de déplacement qui sont relativement simples. Hein. Une voiture, dès que vous savez l'orientation de la voiture, vous savez que ça s'en va vers l'avant ou plus ou moins 5 degrés parce que les roues à l'avant, ça ne peut pas bouger beaucoup. Les motos, les vélos et les piétons, c'est eux qui ont des modèles de déplacement les plus difficiles, puisqu'on peut utiliser en partie l'orientation des épaules pour savoir un peu la direction, mais c'est pas tout à fait vrai. Parfois, les gens marchent dans une direction et vont tourner leur corps pour regarder ailleurs. Un piéton, ça s'arrête rapidement. Un piéton, ça accélère rapidement. Donc, c'est des modèles de déplacement qui sont relativement difficiles. Donc, tout ça, c'est crucial, bien entendu, pour les systèmes autonomes. Il faut être capable de bien percevoir l'environnement. Ils appellent ça dans le langage des systèmes autonomes le Object and Event Detection and Response, donc de détecter les objets et de prendre une réponse par rapport à ces différents objets-là. Dans le côté perception, on voit une forte influence du deep learning. Par exemple, ici, vous avez le réseau YOLO qui permet de détecter, dans cette version-là, c'était 9000 types d'objets en temps réel. Donc, vous voyez ici quand même la capacité, je vous dirais, magistrale de ces algorithmes à trouver, à compter les piétons, les identifier, les localiser. Tesla mise essentiellement 100% sur la perception de type deep learning pour être capable de trouver les différents obstacles. La plupart des autres manufacturiers aussi ont emboîté le pas. Une des raisons derrière ça aussi, c'est que les caméras, je vous le disais, les caméras sont rendues même relativement abordables. On parle d'à peu près peut-être une trentaine de dollars pour une caméra d'un véhicule autonome là, par caméra. Mais c'est des capteurs qui sont extrêmement riches en information et les réseaux de neurones fonctionnent très bien avec de l'information visuelle. Tesla, d'ailleurs, a fait le pari, n'installe pas de lidar sur leur véhicule. Ils ont fait le pari que c'est la vision qui va remporter la victoire des véhicules autonomes. En contrepartie de ramasser beaucoup de données, alors que pour les systèmes avec les lidars, on a besoin de ramasser moins de données pour développer des modèles de détection. Par contre, c'est des systèmes qui sont plus coûteux. Surtout les lidars, on va les voir, c'est certains lidars qui sont rotatifs, donc c'est des pièces mécaniques. Il n'y a pas un constructeur automobile qui va avoir un lidar rotatif sur son véhicule parce que la durée de vie d'un lidar rotatif va être moins grande que la durée de vie du véhicule elle-même. À ce sens-là, les compagnies de capteurs travaillent à développer des lidars qu'on dit état solide, solid state, où il n'y a pas de pièces mécaniques qui peuvent briser. D'ailleurs, une compagnie à Québec qui s'appelle Ledartec qui développe ce type de lidar-là sans pièces mécaniques mobiles. C'est des micro-miroirs là, pour être capable de satisfaire ce qu'on appelle dans le jargon le mean time between failures, pour que le temps soit suffisamment large pour que, dans le fond, la voiture, après 10 ans, c'est elle qui tombe en panne. C'est pas le capteur qui tombe en ruine. Mais c'est pas un cours de deep learning. Vous l'avez fait à l'automne pour ceux qui l'ont fait. On va quand même pas trop parler de perception dans ce cours-ci. On va plutôt prendre pour acquis que quelqu'un fait le travail de perception pour nous. Autre sous-problème, quelle trajectoire suivre entre les points A et B? C'est ce qu'on appelle de la planification. En anglais, on appelle ça du path planning.
Et ça va nous prendre donc une carte, un modèle du monde, le monde W, et aussi la trajectoire des différents objets dynamiques, les véhicules, les piétons, les vélos, etc., etc. Et à partir de toute cette information-là, on va être capable de calculer donc des trajectoires. Et c'est important, j'avais mentionné tout à l'heure, on va souvent se contenter d'une solution sous-optimale. On s'intéresse peu à l'optimalité dans ce cours-ci, parce que l'optimalité vient souvent avec un coût algorithmique qui est prohibitif. On veut répondre rapidement. Il existe une expression en anglais qui s'appelle satisficing. C'est une solution qui est satisfaisante et suffisante. Et c'est celle qu'on va utiliser pour faire notre trajectoire. On ne veut pas avoir, comme je dis, vous-même, vous ne calculez pas la distance minimale entre votre lit et votre ordinateur. Vous levez, les pieds, ça marche, puis vous y allez. Un compromis entre le temps que ça prend à percevoir l'environnement, à exécuter la trajectoire. Vous ne voulez pas minimiser au millimètre près la distance entre votre lit et votre ordinateur, par exemple. Certaines personnes s'intéressent à l'optimalité pour de la robotique théorique. Comme je vous dis, d'avoir une réponse rapide va être très importante pour nous autres. On a des systèmes qui fonctionnent en temps réel. D'autres critères qu'on peut minimiser lorsqu'on fait des trajectoires, c'est pas juste le temps, par exemple, ça peut être aussi le risque. Vous avez un système, disons, militaire, un véhicule autonome militaire, ben, peut-être que vous voulez éviter d'être trop proche des ravins. Si la précision de localisation est de 25 cm, ben, vous allez probablement vous garder un 50 cm entre le bord du ravin et le véhicule pour avoir une certaine marge de sécurité. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez un champ de mine ou vous voulez prendre des trajectoires qui minimisent la détection par les ennemis. Donc, ça peut être que vous vous déplacez à l'orée des bois et non pas dans le milieu d'un champ. L'énergie. En vélo, on essaie d'éviter les côtes, par exemple, les pointes d'énergie. Aussi, peut-être un peu moins évident, peut-être prendre des trajectoires qui minimisent la probabilité de se perdre. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup il y a plusieurs centaines d'années ou peut-être même millénaires lorsqu'on faisait de la navigation. Les gens, avec leur bateau, faisaient avant tout de la navigation côtière, se promenaient le long des côtes. Pourquoi faire ça au lieu d'aller directement dans le milieu de l'océan? D'abord, ils ne savaient pas qu'il allait avoir l'Amérique du Nord, par exemple, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais c'est aussi, c'est que lorsque j'ai des points de repère visuels sur la côte, je peux me localiser. Si je suis dans le milieu de l'Atlantique ou dans le milieu de la mer Méditerranée, eh bien, c'est extrêmement difficile de se localiser. Si vous n'avez pas de GPS, on parle d'il y a 2000 ans, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de sextant, il n'y avait pas de boussole. Donc, d'être capable de se localiser, c'était relativement difficile. D'ailleurs, on le voit, les cartes géographiques ont été construites principalement à partir des côtes, parce que pour faire une carte, on en parle tout à l'heure, on doit être capable de se localiser. Et on se localise à partir d'une carte. Donc, c'est un problème qui est circulaire. Et si je me permets aussi une petite aparté, c'est peut-être une des raisons pourquoi beaucoup de civilisations se sont développées autour de la mer Méditerranée, parce que c'est une mer qui était suffisamment grande pour avoir une diversité de géographie et de zones de climat, puis un temps suffisamment petite pour être capable de jamais se perdre en bateau. C'est un environnement qui est clos. Alors qu'un océan qui est ouvert, ben, clairement, on ne veut pas aller à l'autre bout de l'océan parce qu'on ne sait pas si on va se rendre. Puis on risque aussi de ne pas être capable de se localiser. Autre importance, ça peut être la complexité des instructions. Les GPS ne vous donnent jamais la trajectoire la plus courte entre A et B. C'est en général une trajectoire qui tient compte de la distance. Mais aussi, on essaie de pas trop avoir de commandes verbales. Par exemple, si vous aviez un chemin entre A et B qui exigeait de faire 300 virages par votre GPS, disons que les gens, ça ne serait pas trop long, qu'ils finiraient par se débarrasser de ce GPS-là parce que ce serait trop compliqué. D'autres critères peut-être un peu anecdotiques. Les algorithmes qui gèrent les trajectoires pour les compagnies de livraison de colis, par exemple UPS, FedEx et compagnie, ont tendance à minimiser les virages à gauche. Pourquoi? Parce que le virage à gauche prend du temps. On doit couper le trafic. Sous-problème 6, comment construire une carte? Ça va être important. Les cartes vont être notre canevas sur lequel on va gérer l'information et prendre des décisions. On le voit ici, c'est un problème aussi, comme je le disais au début du cours, très anthropomorphique, la robotique mobile. Les humains de toute époque ont voulu faire des cartes du monde. En Grèce antique, par exemple, voici ce qu'était le monde. Il y avait l'Asie, l'Europe et l'Afrique, c'était tout. Pour nos robots, nous, souvent, on va faire une hypothèse que notre robot, lorsqu'on l'allume, on le réveille, il va faire ce qu'on appelle tabula rasa, donc il va avoir une carte du monde qui est vide et il va placer dans le centre de l'univers à la position de départ, donc la coordonnée 0,0, ça va être le moment où le robot démarre et par la suite, il va venir populer la carte à partir de l'information des capteurs. Donc, ce problème-là de créer des cartes, problème qui est vraiment un problème, je vous dirais,
cœur de beaucoup de la recherche de robotique mobile, je vous dirais, aller de 2003 à aller à 2015 à peu près. C'était vraiment, les gens s'intéressaient beaucoup au SLAM. Les gens s'intéressent encore au SLAM, donc la création de cartes Simultaneous Localization and Mapping. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la question de la perception est quelque chose qui domine beaucoup la recherche. Et il faut vraiment bien voir le côté circulaire de la chose. C'est lorsqu'on établit la pose de notre système, on va en général l'établir par rapport à un repère global qu'on appelle. Le repère global va être donc celui de la carte qu'on obtient. Dans le cas d'un système GPS, là, le repère global, c'est une coordonnée, longitude, latitude, mais ici, on ne parlera pas de GPS. C'est vraiment, on va dire, je suis situé à la coordonnée 2644 par rapport à ma carte M. Donc, j'ai besoin de ma carte pour estimer ma pose. Pourquoi? Parce que je vais prendre, par exemple, des mesures. Je vais trouver que j'ai un point de repère 1 qui est situé à telle distance et tel angle par rapport au véhicule, et un point de repère 2 qui est situé à telle distance, tel angle. Et à partir de cette information-là, de la carte M, je vais réussir à trouver la pose approximative de mon système. Et maintenant, lorsque je me déplace, que je vois arriver des nouveaux points de repère dans l'environnement, je vais placer ces points de repère-là, mais dans le fond, j'utilise la pose actuelle du véhicule pour venir insérer ces nouveaux points de repère-là dans ma carte. C'est la même chose qui se passe en cartographie maritime. J'ai besoin de ma carte pour me situer et après ça, comme je me déplace, là, je construis la carte et ça peut générer des problèmes de dérive. C'est-à-dire, on voit ça souvent les cartes qui sont plus anciennes, où il y a certaines côtes qui sont plus étirées, d'autres plus écrasées, peut-être en partie dépendant des courants marins qui faisaient que artificiellement, ça augmentait la vitesse ou ça ralentissait, ou c'était juste l'accumulation de l'erreur de navigation. Mais il reste donc, c'est un processus très, très difficile, ce processus-là de carte. Donc, c'est un processus itératif, circulaire. Et un des problèmes, c'est si j'ai une erreur dans la carte, l'erreur sur la carte va induire une erreur sur la pose. Et cette erreur sur la pose-là va induire des erreurs dans les cartes sur les points de repère subséquents que je vais faire. Et éventuellement, le processus peut finir par complètement diverger. C'est ce qu'on voit. Moi, j'appelle ça la carte explose. Là, on voit les points de repère qui vont dans toutes les directions sur la carte parce que l'algorithme vient diverger. Un problème qui peut sembler peut-être simple, mais qui est quand même pas nécessairement toujours évident, c'est le problème de suis-je déjà passé par là? Ça veut dire d'être capable de reconnaître les lieux, de sorte à ce que je ne vais pas dupliquer. Lorsque je crée une carte, par exemple, ça veut dire que je ne vais pas nécessairement dupliquer des objets. On va dire, ah non, ça, cet arrêt-stop-là, je l'ai déjà vu. Donc, je ne vais pas le rajouter comme si c'était un nouvel arrêt-stop. Ça va être important pour le slam, on va voir ça, là, la boucle, quand j'ai une trajectoire en forme de boucle. Lorsque je viens le temps si je reconnais que deux lieux sont les mêmes, je vais faire fermer la boucle, puis je vais indiquer dans le fond dans mon algorithme que ces deux lieux-là sont les mêmes. Et ça va nous aider à minimiser l'incertitude sur notre carte. On appelle ça la fermeture de boucle. Et souvent, on va utiliser les algorithmes de vision pour reconnaître les lieux, puisque la caméra est riche. Mais sachez qu'en cas là, pour un humain, c'est un problème qui peut être passablement difficile. On voit ça beaucoup aux États-Unis, des corn maze, c'est un peu moins populaire ici au Québec. Mais cette idée, donc, un champ de maïs, là, avant la récolte, ce qu'ils vont faire un labyrinthe. Et il n'y a rien qui ressemble plus à un plant de blé d'Inde, un plant de maïs qu'un autre plant de maïs. Puis ça fait partie du plaisir ici, c'est que c'est un environnement qui est perceptuellement très auto-similaire. Donc, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Et pour être capable de naviguer donc, dans ce labyrinthe-là, ce labyrinthe végétal, ça implique qu'on est capable de faire une carte mentale et deux, d'être capable de se localiser en tout temps sur cette carte mentale-là. Donc, dans la vue d'ensemble, gardez cette image-là en tête. D'ailleurs, je vais y référer constamment à mesure qu'on avance dans le cours. Vous avez pas mal tous les éléments du cours dans ce diagramme-là et surtout, ce que vous voyez, c'est les interdépendances entre les différents éléments. Par exemple, notre capteur va nous donner des mesures qui vont nous servir à trouver, par exemple, la pose du système, mais aussi à trouver ce qu'on appelle l'information sémantique, donc détecter les différents objets dans une image. La pose va être utilisée pour faire la carte. La carte est utilisée pour estimer la pose. Pour faire de la planification, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de la pose du véhicule, j'ai besoin de la carte de l'environnement et aussi j'ai besoin d'avoir de l'information sémantique pour les obstacles, par exemple, si je fais un système de véhicule autonome. La sortie de la planification sera des commandes envoyées aux actionnaires, des commandes U. Ces commandes-là sont aussi fournies au module d'estimation de la pose parce que ça contient quand même une information qui est assez importante. Je vous en avais parlé un petit peu tout à l'heure. C'est cette idée que si je me ferme les yeux, je fais 3 pas vers l'avant, je peux dire avec une certaine précision que je suis 3 mètres à l'avant de ma pose précédente. Donc, c'est pour ça qu'on vient nourrir le module d'estimation de pose à l'aide des commandes.
Les commandes, bien entendu, sont envoyées à l'actionneur. Les actionnaires vont effectuer un travail, un déplacement du véhicule. Et après ça, donc, on vient récupérer l'information par rapport à ces actions-là via nos capteurs. Donc, on voit ici la boucle que j'avais parlé, le sense. Le sense, c'est un peu ça ici. Le think, c'est un peu ça ici. Et le act, c'est la partie ici. Donc, le sense, think, act. Maintenant que j'ai décliné en fonction des différents modules qui sont utilisés pour effectuer, pour avoir un système mobile intelligent. Le deep learning, je ne le cacherai pas, commence à avoir une influence très importante aussi en robotique mobile. Voici une autre façon là, de décliner là, les différents modules d'un système là, d'agent autonome traditionnel. Là. Donc, vous avez vos capteurs, un module qui détecte les objets, un estimateur d'état qui est le truc d'estimer la pose, un planificateur qui va prendre l'information de ces modèles dynamiques-là et les objets, l'état. C'est envoyé à un contrôleur qui va calculer les commandes envoyées à un actionnaire pour exécuter une tâche. Donc, vous voyez ici, j'ai découpé mon problème en différentes boîtes et chacune des boîtes va avoir des algorithmes particuliers. Et c'est important ici, j'ai des conduits d'information qui sont relativement limités. Par exemple, l'estimateur d'état, ça peut être un vecteur de 10 entrées qui est fourni au planificateur et c'est tout. Il n'y a pas 1 million d'entrées, il y en a 10. Les approches de type deep learning qui commencent depuis 4, 5, 6 ans à faire leur arrivée dans les systèmes autonomes, ben, c'est directement, je prends mon capteur, je passe dans une boîte noire qui est mon réseau de neurones, qui est un système qui va contenir des dizaines, sinon des centaines de millions de paramètres et qui va calculer directement la commande envoyée à un actionnaire à partir des images, par exemple. Donc, ça veut dire que c'est vraiment du pixel à la commande. Et c'est fait de façon opaque et obscure. Je ne sais pas qu'est-ce que le réseau pense. Et c'est justement la source de la difficulté de déployer ces approches de type deep learning pour les systèmes autonomes, particulièrement pour des systèmes qui échangent de l'énergie avec l'environnement. Et quand je parle d'échanger de l'énergie, c'est une voiture qui rentre en collision avec un piéton, ben, elle va échanger de l'énergie vers le piéton. Et c'est justement ce fait que mon véhicule puisse faire du dommage qui fait qu'on voudrait être capable de certifier qui fonctionne bien. C'est relativement facile de certifier ces boîtes-là ici, mais les performances sont relativement limitées, alors que les approches de type deep learning, le plafond est plus haut en termes de performance. On peut avoir des performances qui sont peut-être meilleures, mais on perd en interprétabilité, on perd en capacité de débugger et on perd donc en capacité de certifier que ce système-là fonctionne. Donc, c'est un gros sujet de recherche en ce moment. Comment est-ce qu'on certifie des approches de type deep learning? On a un projet de recherche chez l'Université de Laval. Donc, je dis on, c'est pas moi, là, ça m'excuse, le projet DEAL, D-E-E-L, pour trouver justement une manière d'expliquer les décisions prises par un réseau de neurones. Sachez donc que les véhicules autonomes, clairement, il y a un regard qui est jeté vers ça. Ils sont utilisés, mais ça reste encore problématique comment les certifier.